Entre 1792 et 1800, plus de 400 hommes, femmes et enfants, réduits en esclavage, érigèrent ce qui deviendrait le bâtiment le plus emblématique d'Amérique. Leurs noms furent délibérément effacés des registres officiels. Leurs corps gisaient dans des sépultures anonymes, disséminées à travers le district de Columbia. Pendant 2 siècles, le gouvernement affirma que ces omissions n'étaient point le fruit du hasard, mais bien une politique délibérée. En 1901, une équipe de restauration fit une découverte sous les fondations de l'aile Est, incitant le surintendant à ordonner l'arrêt immédiat de toutes les fouilles. Les ouvriers furent liés par un serment de silence. La découverte fut de nouveau enfouie en quelques heures. Ce qu'ils avaient mis au jour suggérait que l'édification originelle impliquait bien plus qu'une simple exploitation de la main-d'œuvre. Cela laissait entrevoir une dissimulation systématique de décès, survenue dans des circonstances que la jeune République n'aurait jamais pu se permettre d'admettre. Ce soir, vous découvrirez le véritable contenu de ces archives. Avant de poursuivre le récit de la manière dont le plus grand symbole de l'Amérique fut bâti sur des souffrances délibérément soustraites à l'histoire, je souhaite vous interroger. Si vous nous écoutez depuis Washington, D.C., la Virginie, le Maryland ou n'importe quel recoin des États-Unis, laissez un commentaire nous indiquant votre provenance. Ces histoires nous appartiennent à tous, et savoir d'où nos auditeurs se connectent renforce d'autant plus cette communauté. Maintenant, abonnez-vous à Liturgie maudite, afin de ne jamais manquer les sombres chapitres de l'histoire américaine qu'ils tentèrent d'enfouir. Dévoilons ensemble cette vérité occultée. La découverte de 1901 ne serait pas la dernière fois que quelqu'un trébucherait sur des preuves de ce qui se déroula réellement durant ces 8 années de construction. Mais pour saisir la dangerosité de ces révélations, il est impératif de connaître les prémices du projet et de savoir qui fut véritablement contraint de l'édifier. Philadelphie servit de capitale à la nation en 1790, mais l'acte de résidence, voté en juillet de cette année-là, décrétait la création d'un nouveau district fédéral le long du fleuve Potomac. Le président Washington lui-même choisit l'emplacement précis en janvier 1791. Un carré de 10 miles, taillé dans les terres cédées par le Maryland et la Virginie. Le site n'avait rien de la splendeur des paysages dépeints dans les toiles ultérieures. C'était une zone marécageuse et palustre, infestée de moustiques, à l'humidité insoutenable en été, parsemée de plantations de tabac, où œuvraient des êtres asservis qui cultivaient cette terre depuis des générations. Les commissaires désignés pour superviser l'édification furent confrontés à un problème immédiat. Le gouvernement fédéral était exsangue. L'ensemble du projet, maison du président, Capitole, bâtiments ministériels, routes, était estimé à 400 000 $, somme astronomique pour une nation encore engluée dans les dettes de la guerre d'indépendance. Le secrétaire d'État, Thomas Jefferson, proposa une solution d'une élégante simplicité. Employer des travailleurs asservis. Leur maître percevrait une redevance locative, généralement 5 $ par mois, et par personne asservie, tandis que les travailleurs eux-mêmes ne recevraient rien au-delà d'une nourriture et d'un abri rudimentaire. Cet arrangement, soutint Jefferson dans une lettre de mars 1792, permettrait de maîtriser les coûts tout en garantissant l'avancement des travaux sans retard ni plainte. L'architecte en chef, James Hoban, un immigrant irlandais qui avait conçu plusieurs édifices remarquables à Charleston, soumit les plans de la maison du président en juillet 1792. Son dessin s'inspirait grandement de la Leinster House de Dublin, affichant une symétrie géorgienne
et une envergure ambitieuse. Lorsque Washington examina les plans, il insista pour agrandir davantage le bâtiment, d'un 5e, par rapport à la proposition initiale de Oben. Cette extension exigerait une main-d'œuvre, des matériaux et un temps considérablement accru. Les commissaires diffusèrent des avis dans tout le Maryland et la Virginie. Les propriétaires pouvaient louer leurs travailleurs, asservis au projet de construction fédérale. La rétribution était garantie, et le gouvernement promettait de restituer les ouvriers indemnes. Cette promesse s'avérerait vaine. Dès novembre 1792, environ 150 travailleurs, asservis, avaient été rassemblés sur le chantier. Ils provenaient de plantations réparties dans toute la région, des comtés de Loudoun, Charles, Montgomery, Prince George. Les noms de leurs maîtres figurent dans les registres de paiement des commissaires. Daniel Carroll, Notley Young, Samuel Davidson, William Brent. Mais les travailleurs eux-mêmes étaient inscrits différemment. Les registres ne mentionnaient que des prénoms, parfois même pas cela, juste Negroman ou Negro Boy, suivi d'une estimation d'âge. Tom, 23 ans. Peter, 19 ans. Un jeune homme nommé Harry, peut-être 14 ans. Un homme nommé Len, que les archives décrivaient comme ayant plus de 50 ans, trop âgé pour un labeur aussi impitoyable, mais loué malgré tout, car son maître avait besoin du versement mensuel. Les travaux débutèrent, sans tarder, bien que l'hiver approchât. La première tâche consistait à défricher le site, abattre les arbres, assécher les marais et excaver les fondations. Cela impliquait de travailler jusqu'à la taille, dans une boue glaciale, armée uniquement de pelles, de pioches et de leurs forces brutes. Les lettres des commissaires de ce premier hiver font brièvement état de difficultés avec la main-d'œuvre asservie en raison du climat, mais n'offrent aucun détail sur la nature de ces épreuves. Une note datée du 14 décembre 1792 fait état du remplacement de 3 travailleurs incapables de poursuivre, sans expliquer pourquoi, ni ce qui leur était advenu. Un travailleur qui laissa une trace dans les registres fut un homme nommé Isaac, loué à un propriétaire de plantation, Samuel Hansen. Isaac était un charpentier habile, l'un des nombreux artisans asservis amenés sur le projet, car leur expertise était indispensable. La correspondance des commissaires indique qu'Isaac travailla à la charpenterie intérieure durant toute l'année 1793 et 1794, et que Hansen reçut paiement pour le labeur d'Isaac jusqu'en novembre 1794. Puis, le nom d'Isaac disparaît des registres. Nulle mention de son retour à la plantation de Hansen. Nul acte de vente ou de transfert. Simplement absent des documents, comme s'il n'avait jamais existé. Un autre nom figurant fréquemment dans les premières archives est celui de Peter Lennox, carrière asservie par Martha Custis Peter, petite-fille par alliance de George Washington. Lennox fut chargé de superviser la taille de la pierre à la carrière gouvernementale d'Aquiya, en Virginie, d'où était extrait le grès de couleur crème, destiné à la maison du président. Le travail de carrière comptait parmi les plus périlleux. D'énormes blocs de pierre devaient être taillés, levés et transportés sans équipement moderne. Une seule erreur pouvait écraser un homme en un instant. Le nom de Lennox apparaît dans les registres de paiement, jusqu'en 1796, mentionné comme fiable et qualifié. Après 1796, il disparaît lui aussi de la documentation. Les commissaires Thomas Johnson, Daniel Carroll et David Stewart se succédèrent à diverses fonctions, mais leur correspondance révèle une anxiété constante quant au délai du projet. Le président Washington souhaitait que la maison fût achevée avant la fin de son mandat en 1797. Cette pression se traduisit par des horaires de travail exténuants pour les travailleurs asservis. Des lettres échangées entre les commissaires et Oben
font état de travaux de l'aube au crépuscule, lorsque le temps le permettait, et d'équipes doubles sur les fondations pour respecter les échéances. Ces brèves mentions laissaient entrevoir la réalité. Des journées de 16 heures, 7 jours sur 7 par beau temps, sans autre rétribution qu'une nourriture minimale. Les conditions de vie étaient tout aussi rudes. Les travailleurs asservis étaient logés dans des structures en bois, temporaires, près du chantier, des baraquements sommaires, offrant peu de protection contre les intempéries. Un registre de dépenses de mars 1793 signale l'achat de paille pour les quartiers nègres, suggérant qu'ils dormaient à même le sol avec la paille pour seul couchage. Une autre entrée d'août 1793 autorise l'achat de poissons salés et de farine de maïs pour nourrir les ouvriers noirs, les provisions les moins chères possibles. Pas de viande, pas de légumes, juste de quoi les maintenir au travail. La maladie était inévitable. Les marais engendraient la malaria, la typhoïde, la dysenterie. Les lettres des commissaires mentionnaient occasionnellement des maladies parmi la main-d'œuvre, toujours présentées comme une entrave au calendrier des travaux. Une note de juin 1793 se plaint que le flux a envahi les ouvriers noirs, réduisant leur effectif disponible de près d'un tiers. Le flux, la dysenterie, pouvait tuer en quelques jours si graves. La lettre ne dit rien du traitement ou du rétablissement, uniquement du retard occasionné. Les soins médicaux pour les travailleurs asservis étaient au mieux rudimentaires. Les commissaires engagèrent un médecin nommé William Thornton pour s'occuper des travailleurs, mais ses registres de rémunération montrent qu'il était bien moins payé pour soigner les asservis que les ouvriers blancs libres. Plus révélateur encore, les factures de Thornton attestent d'un nombre de visites bien moindre auprès des travailleurs asservis, malgré leur nombre supérieur. Lorsqu'une personne asservie tombait trop malade pour travailler, la solution la plus courante était de la renvoyer à son maître et d'engager un remplaçant. Cette pratique ne laissait aucune trace écrite du sort de ceux qui étaient renvoyés, qu'ils se fussent rétablis, qu'ils fussent décédés, ou qu'ils fussent vendus pour compenser le revenu de location perdu. Le tailleur de pierre écossais, Colin Williamson, tint un registre plus détaillé que la plupart. Williamson supervisa une grande partie des travaux de maçonnerie et tint un journal intime qui demeura dans les archives de sa famille jusqu'à son don à la Bibliothèque du Congrès en 1968. Ses entrées de 1794 et 1795 offrent de rares aperçus de la réalité quotidienne. Les hommes noirs, asservis, travaillent la pierre, malgré des mains ensanglantées, écrivit-il en avril 1794. On ne leur donne ni gants, ni outils adéquats pour leurs mains, et pourtant on attend d'eux qu'ils produisent la même qualité que des maçons qualifiés. Plusieurs ont des infections qui devraient être soignées. J'en ai parlé au représentant des commissaires, qui a dit que le traitement serait fourni quand le temps le permettrait. Le temps, semble-t-il, ne le permet jamais. Le journal de Williamson rapporte également un incident de juillet 1794 qui n'apparaît dans aucune documentation officielle. Aujourd'hui, un échafaudage s'est effondré sur le mur sud. 3 hommes sont tombés, dont 2 étaient des hommes noirs asservis. L'homme blanc fut immédiatement transporté chez le médecin. Les 2 hommes noirs asservis furent laissés là où ils étaient tombés pendant près d'1 heure, avant que quiconque ne s'occupe d'eux. L'un semble avoir une fracture de la colonne vertébrale. Je soupçonne qu'il ne survivra pas, et s'il s'en sort, il ne marchera plus jamais. Cela me trouble grandement, mais on me dit que cela ne me regarde pas. L'homme dont la colonne vertébrale était présumée brisée était probablement un travailleur nommé Ben, asservi par William Brent. Le nom de Ben figure dans les registres de paiement jusqu'en juin 1794.
puis il disparaît. Brent continua de recevoir paiement pour la main-d'œuvre noire en juillet et août 1794, mais le nom changea pour Negro Man Jim. Ce schéma, ces substitutions de noms soudaines dans les registres de paiement sans explication, se répètent tout au long de la période de construction, suggérant que des travailleurs étaient remplacés, mais que les circonstances de leur départ étaient délibérément passées sous silence. En 1795, la coquille de la structure était en grande partie achevée, mais les travaux intérieurs prendraient encore plusieurs années. Le projet s'élargit pour inclure non seulement la maison du président, mais aussi le paysage environnant, les routes et les bâtiments annexes. Cette expansion signifia que l'effectif augmenta durant la seconde moitié de la décennie. À son apogée, en 1798, entre 400 et 500 ouvriers œuvraient sur le site et dans des opérations connexes, comme les carrières, les fours à briques et les scieries. La majorité était asservie. Les documents des commissaires de cette période deviennent de plus en plus évasifs concernant la main-d'œuvre asservie. Les lettres antérieures les mentionnaient au moins par catégorie. Charpentier noir, ouvrier noir, carrier noir. Après 1795, les références devinrent plus vagues. Travailleurs, loués de plantations locales, main-d'œuvre sous contrat, serviteurs. Ce glissement linguistique n'était pas fortuit. À mesure que le projet gagnait en notoriété et en attention publique, les commissaires devinrent plus circonspects quant à la manière de documenter la composition de la main-d'œuvre. Ils comprenaient déjà, à l'époque, que l'image était problématique. Voici la maison du président, symbole de la Nouvelle République, édifiée par des personnes qui n'avaient aucune liberté au sein de cette République. George Washington lui-même visita le chantier à maintes reprises au cours des années 1790. Les entrées de son journal concernant ces visites se concentrent sur les progrès architecturaux et les préoccupations liées au calendrier. Il ne mentionne jamais les travailleurs asservis dans ses écrits, bien qu'ils constituassent au moins 70% de la main-d'œuvre. Cette omission en dit long sur la manière dont les fondateurs choisirent de percevoir, ou de ne pas percevoir, le labeur qui érigea leurs institutions. Les ouvriers blancs sur place, des immigrants principalement d'Irlande et d'Écosse, recevaient de véritables salaires, généralement $1 par jour pour les artisans qualifiés, 50 cents pour les ouvriers ordinaires. Ils pouvaient partir, s'ils le désiraient. Ils pouvaient se plaindre des conditions. Leur nom figurait dans les registres, avec leur nom de famille, lieu d'origine et parents les plus proches. Lorsqu'ils étaient blessés, ils recevaient des soins médicaux et une compensation. À leur mort, ils étaient inhumés dans des tombes marquées, et leurs familles en étaient avisées. Rien de tout cela ne s'appliquait aux travailleurs asservis. Ils n'avaient ni choix, ni voix, ni recours. Ils bâtirent la maison, pierre par pierre, brique par brique, sachant qu'ils n'en franchiraient jamais les portes autrement que comme serviteurs, sachant que leurs enfants hériteraient de leur chaîne, sachant que leurs noms seraient oubliés, tandis que ceux des architectes, des commissaires et des présidents seraient gravés dans les annales de l'histoire. Pourtant, certains d'entre eux laissèrent des marques, de petits actes délibérés de présence, qui ne seraient découverts que des siècles plus tard. Au printemps de 1796, James Auburn signala un problème au commissaire. Plusieurs blocs de pierre installés dans le mur nord portaient d'étranges gravures, des éraflures superficielles qui semblaient délibérées plutôt que le fruit de dommages accidentels dus à l'extraction ou au transport. La lettre de Auburn, datée du 3 avril 1796, les décrit comme des symboles ou des lettres grossiers, dont le but est inconnu. Il demanda si les blocs devaient être remplacés,
ou simplement tournées vers l'intérieur, afin que les marques ne fussent pas visibles. La réponse des commissaires, datée du 10 avril, enjoignit à Aubaine de retourner les pierres vers l'intérieur et de poursuivre la construction. Les marques sont probablement de simples éraflures insignifiantes, dues à la manipulation, stipule la lettre. Il n'y a pas lieu de retarder les travaux pour de telles trivialités. L'incident fut considéré comme clos, mais les marques n'étaient pas insignifiantes. C'étaient des noms, des travailleurs asservis, dotés de compétences en taille de pierre, avaient gravé leurs noms, ou, parfois, seulement leurs initiales, dans les blocs qu'ils avaient façonnés. Les gravures étaient subtiles, facilement considérées comme des marques accidentelles, à moins de savoir ce que l'on cherchait. C'étaient des actes d'un courage extraordinaire, car si elles étaient découvertes pendant la gravure, la punition aurait été sévère. Mais ils le firent quand même. Ces hommes, dont les noms n'apparaissaient dans les registres que comme Tom, Peter ou Negroman, ils gravèrent un T, un PL, et parfois des noms complets, comme Isaac, dans la pierre, puis firent en sorte que ces pierres deviennent des éléments permanents de la maison du président. C'était leur manière de dire « Nous étions là. Nous avons bâti ceci. Souvenez-vous de nous. » Aubaine ne signala jamais la découverte d'autres pierres marquées, ce qui suggère soit qu'il cessa de les remarquer, soit qu'il cessa de les rapporter. Compte tenu de la réponse dédaigneuse des commissaires, cette dernière hypothèse semble plus probable. Pourquoi importuner les commissaires avec quelque chose qu'ils avaient déjà jugé sans pertinence? Les pierres marquées ne furent redécouvertes qu'en 1902, lors de la rénovation du bâtiment sous Theodore Roosevelt. Des ouvriers, retirant le plâtre des murs intérieurs, trouvèrent les pierres, leurs gravures, tournées vers l'intérieur, exactement comme Aubaine avait reçu l'instruction de les placer. Le superviseur des rénovations, un homme nommé Charles McKim, consigna la découverte dans ses registres privés. Diverses pierres, avec des marques grossières sur les faces intérieures, ont été trouvées. Certaines semblent être des initiales ou des noms. Origine incertaine. Probablement faites par des ouvriers lors de la construction originale. La note de McKim suggère qu'il en comprit la portée, mais aucun rapport officiel ne fut jamais déposé. Les pierres demeurèrent en place, dissimulées derrière un nouveau plâtre, mais les pierres marquées n'étaient qu'une infime partie de ce qui avait été délibérément dissimulé. La dissimulation la plus importante commença à l'été 1797, suite à un incident qui aurait pu anéantir la réputation déjà fragile du projet. Juillet 1797 apporta l'une des pires vagues de chaleur dont on se souvenait. Les températures dépassèrent les 100 degrés Fahrenheit, durant des jours et des jours. La conjonction de la chaleur extrême, de l'humidité des marais et de l'insuffisance des réserves d'eau créa des conditions catastrophiques pour les ouvriers. En moins de 2 semaines, des dizaines de travailleurs asservis tombèrent malades, affligés de ce que la correspondance des commissaires désigne vaguement comme des fièvres estivales. Les commissaires adressèrent des lettres urgentes aux propriétaires de plantations. « Vos travailleurs sont tombés malades et ne peuvent continuer. Envoyez des remplaçants. » Ces lettres sont exceptionnellement nombreuses pour fin juillet et début août 1797. Au moins 23 subsistent dans les archives. Chacune réclame des travailleurs de remplacement immédiat, ce qui suggère que le nombre d'ouvriers malades dépassait les 23, peut-être de manière substantielle. Qu'advint-il de ces travailleurs? Les documents des commissaires ne contiennent aucune correspondance de suivi expliquant leur sort. Les réponses des propriétaires de plantations, quand elles subsistent, sont laconiques. Remplacement envoyé. Nulle mention du retour des travailleurs malades.
Nulle mention de leur rétablissement ou de leur décès. Rien. Les entrées du journal de Colin Williamson de cette période sont déchirantes. La maladie se propage dans les quartiers des Noirs comme un feu de brousse, écrivit-il le 23 juillet 1797. J'ai vu au moins une douzaine d'hommes trop faibles pour se tenir debout. Pourtant, aucun médecin ne s'occupe d'eux. Ils gisent dans ces baraquements misérables, brûlant de fièvre, et personne ne semble s'en soucier, sinon pour déterminer quand les travailleurs de remplacement arriveront. J'ai demandé à l'homme des commissaires quelles dispositions avaient été prises pour le traitement. Il m'a dit que les malades avaient été déplacés dans une zone isolée pour empêcher la contagion de se propager aux autres travailleurs. Lorsque j'ai demandé où se trouvait cette zone isolée, il est devenu évasif et m'a dit que cela ne me regardait pas. L'entrée de Williamson du 28 juillet est encore plus troublante. J'ai appris où sont gardés les malades. Il y a un abri sommairement construit près de l'ancien site du four à chaux, à environ un quart de mile du chantier principal. Je m'y suis rendu ce matin, bien qu'on m'eût dit de rester dans ma zone assignée. Ce que j'ai trouvé me trouble profondément. Au moins 20 hommes gisent dans cet abri, presque sans soin. Une femme, une jeune fille, qui ne doit pas avoir plus de 16 ans, s'occupe d'eux du mieux qu'elle peut, n'ayant que de l'eau et des chiffons. La chaleur à l'intérieur de cet abri est insupportable. Beaucoup de ces hommes sont manifestement mourants. J'ai interpellé le contremaître à propos de ce traitement barbare, et on m'a dit très clairement que les commissaires ne pouvaient se permettre d'arrêter la construction pour cause de maladie, que les malades se rétabliraient ou non, et que mon travail était la taille de pierre, non les soins infirmiers. J'ai honte de faire partie de cette entreprise. La jeune fille mentionnée par Williamson n'apparaît nulle part dans les registres officiels. Des femmes asservies travaillaient également sur le projet, principalement comme cuisinières et lavandières. Mais leur présence est à peine documentée. Cette jeune fille en particulier a pu être amenée spécifiquement pour soigner les malades. Une personne asservie, ayant une expérience de soignante, louée temporairement puis renvoyée à son maître lorsque la crise fut passée, ou ne fut pas passée. La dernière entrée de Williamson sur le sujet, datée du 5 août 1797, est glaçante par sa concision. L'abri près du four est vide maintenant, tous sont partis. J'ai demandé ce qui était arrivé aux hommes qui s'y trouvaient. On m'a dit qu'ils s'étaient rétablis et avaient été renvoyés à leur plantation. Mais je n'ai vu aucune charrette arriver pour les transporter. Je n'ai vu aucun homme marcher ou être aidé à partir. L'abri est simplement vide et personne n'en parlera. Je soupçonne que quelque chose de terrible s'est produit, mais je n'ai aucune preuve et personne à qui le dire, qui s'en soucierait. Qu'advint-il de ces travailleurs malades? S'ils s'étaient réellement rétablis et avaient été renvoyés, il y aurait des documents. Des lettres de propriétaires de plantations accusant réception du retour, des plaintes concernant des travailleurs arrivant affaiblis. Quelque chose. Au lieu de cela, c'est le silence. Un vide dans les archives, là où des réponses devraient se trouver. L'une des rares lettres de propriétaires de plantations de cette période, qui ait subsisté, offre un indice troublant. Samuel Hansen, l'homme qui avait loué Isaac le charpentier, écrivit au commissaire, en septembre 1797, s'enquérant du sort de 3 de ses travailleurs, asservis envoyés au projet en juin. « J'ai reçu paiement pour leur labeur jusqu'en juillet », écrivit Hansen. « Mais ils n'ont pas été renvoyés comme je m'y attendais, lorsque j'ai envoyé des travailleurs de remplacement en août. Je voudrais connaître leur localisation, et quand ils pourraient revenir, car j'ai besoin d'eux pour les travaux de récolte. » La réponse des commissaires, datée du 18 septembre 1797, est d'une vagueté exaspérante.
Les travailleurs auxquels vous faites référence furent affligés de maladies estivales et ne purent continuer. Des dispositions furent prises pour leurs soins. Nous nous renseignerons sur leur situation actuelle et vous informerons en conséquence. Aucune lettre de suivi n'existe pour montrer si les commissaires ont jamais fourni cette information. La correspondance ultérieure de Hansen ne contient plus aucune mention de ces 3 travailleurs, ce qui suggère soit qu'il reçut une réponse verbale privée, soit qu'il cessa de demander. Mais certains propriétaires de plantations n'abandonnèrent pas. En novembre 1797, William Brent envoya une lettre cinglante au commissaire, exigeant le retour de 5 travailleurs asservis qui n'étaient pas revenus à sa plantation, bien qu'ils eussent été remplacés des mois auparavant. J'ai perdu l'usage de 5 ouvriers valides, pour lesquels je continue de recevoir paiement. Et pourtant les travailleurs eux-mêmes ne sont pas revenus. Cet arrangement ne peut perdurer. J'exige soit le retour de ces travailleurs, soit une explication de leur impossibilité de revenir, ainsi qu'une compensation pour leurs pertes s'ils sont morts au service fédéral. Cette lettre toucha une corde sensible. La réponse des commissaires parvint en 3 jours, d'une célérité inhabituelle, et son ton était défensif. Les travailleurs auxquels vous faites référence ont rencontré des circonstances malheureuses durant leur service. Le décès est survenu, malgré tous nos efforts de traitement. Nous regrettons cette issue, mais nous notons que le travail auquel ils étaient affectés comportait des risques inhérents, connus lors de leur embauche. Le paiement pour leur labeur cessera à compter du 1er novembre 1797. Aucune compensation supplémentaire ne peut être fournie. Ainsi, au moins 5 des travailleurs de Brent étaient morts. Les commissaires l'admirent, contraints et forcés. Mais aucun détail ne fut fourni sur la manière dont ils étaient morts, où ils avaient été enterrés, ou si leur famille avait été avisée. La lettre traite leur décès comme une affaire regrettable, mais anodine. Les travailleurs moururent, le paiement de location cessa. L'affaire fut classée. Combien d'autres périrent? L'aveu des commissaires concernant les 5 travailleurs de Brent suggère que des décès étaient survenus, mais délibérément occultés dans les registres. Si les décès n'étaient mentionnés que lorsqu'un propriétaire de plantation exigeait spécifiquement des réponses, combien de morts restèrent entièrement passés sous silence, faute de quiconque pour s'enquérir? L'historien de l'architecture, qui analyserait plus tard ces documents, un homme nommé Benjamin Latrobe Jr., fils du célèbre architecte, estima dans une lettre privée de 1882 qu'entre 30 et 50 personnes asservies avaient probablement péri durant la construction de la maison du président, bien que les registres officiels ne reconnaissent rien de tel. Latrobe fonda cette estimation sur les lacunes des registres de paiement, les substitutions soudaines de noms et le nombre inhabituellement élevé de travailleurs de remplacement demandés pendant certaines périodes, notamment l'été 1797. Mais même l'estimation de Latrobe pourrait être prudente. Si 50 personnes mouraient en 8 ans de construction, avec des centaines d'ouvriers employés, cela représenterait en fait un taux de mortalité remarquablement bas compte tenu des conditions. D'autres grands projets de construction de l'époque, canaux, fortifications, travaux portuaires, connaissaient régulièrement des taux de mortalité de 10 à 15% parmi les travailleurs asservis. Si ce taux s'appliquait à la maison du président, avec un nombre estimé de 4 à 500 travailleurs asservis circulant sur le projet, le bilan pourrait s'élever à 40 à 75 personnes. Où furent-ils inhumés? Cette question nous mène à la découverte faite par le surintendant en 1901, celle qui provoqua l'arrêt immédiat des fouilles et un serment de silence parmi les ouvriers. Le projet de restauration de cette année-là impliquait le renforcement des fondations de l'aile Est.
Les ouvriers creusèrent, pour mettre au jour, les pierres de fondation originales, posées en 1792. À environ 6 pieds sous le niveau actuel du sol, ils trouvèrent des ossements humains, au moins une douzaine de crânes, selon les notes privées du surintendant, ainsi que de nombreux autres ossements, qui semblaient avoir été enterrés à la hâte et sans cérémonie. Pas de cercueil, pas de stèle, juste des ossements dans la terre, sous les fondations du bâtiment. Le surintendant, un homme nommé Henry Reed, saisit immédiatement les implications. Si la nouvelle se répandait que des restes humains avaient été trouvés enfouis dans des tombes anonymes sous la Maison-Blanche, cela déclencherait des enquêtes, des questions et potentiellement un scandale public retentissant. Reed prit une décision cet après-midi-là. Réenfouir les ossements exactement là où ils avaient été trouvés, n'en parler à personne en dehors de l'équipe de travail, et poursuivre la rénovation dans une autre zone des fondations. Reed tenait un journal intime personnel, que ses descendants firent don aux Archives nationales en 1978. Son entrée du 12 octobre 1901 décrit la découverte en détail. Nous les avons trouvés à environ 6 pieds de profondeur, juste en dehors de la ligne originale de la fondation Est. Les ossements étaient mêlés sans aucune tentative d'inhumation décente que je puisse discerner. Certains crânes présentaient des dommages compatibles avec un traumatisme, bien que je ne sois pas un expert médical. Nous avons compté au moins 12 crânes, peut-être plus, certains étant fragmentaires. Les ouvriers noirs de notre équipe devinrent très silencieux lorsque nous les mîmes au jour. Un vieil homme, un dénommé Joseph, qui travaillait sur le domaine depuis 40 ans, a dit qu'il avait entendu des histoires de son grand-père à propos d'ouvriers enterrés près de la maison lors de la construction originale. Il a dit que son grand-père les appelait les oubliés. Nous avons tout réenfoui avant la fin de la journée. J'ai ordonné à tous les ouvriers que rien n'avait été trouvé et que quiconque parlerait de cette découverte serait immédiatement renvoyé. J'ai ensuite déplacé les travaux de fondation vers le côté ouest. Je ne pouvais pas risquer que cela devienne de notoriété publique. J'avoue que je me suis senti fort mal toute la soirée, en pensant à ces pauvres âmes enfouies comme des rebuts sous cette grande maison. Reed ne déposa jamais de rapport officiel sur la découverte. Il n'en informa jamais le personnel du président, ni le ministère de l'Intérieur. Il s'assura simplement que les ossements restassent cachés et emporta le secret dans sa tombe en 1924. Seule la découverte de son journal, des décennies plus tard, révéla ce qui avait été trouvé et de nouveau enfoui. Les ossements soulevèrent de terribles questions. Si des travailleurs asservis avaient été enterrés juste à l'extérieur des fondations, étaient-ils morts pendant la construction et avaient-ils été éliminés aussi rapidement et discrètement que possible? S'agissait-il de certains des travailleurs disparus des registres à l'été 1797? Y avait-il d'autres lieux de sépulture ailleurs sur le domaine qui n'avaient jamais été découverts? Le journal de Reed mentionne que les ossements montraient des dommages compatibles avec un traumatisme. Cela pouvait signifier bien des choses. Blessures dues à des accidents de construction, l'usure physique d'un labeur brutal, ou même la violence. Le journal n'élabore pas, et sans examen médico-légal approprié, que Reed refusa d'autoriser. La vérité sur la mort de ces personnes demeurerait à jamais inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'au moins une douzaine d'êtres humains furent inhumés dans des tombes anonymes sur le domaine de la Maison-Blanche, et que ce fait fut délibérément dissimulé, non seulement en 1797, mais de nouveau en 1901, lorsque la preuve était littéralement à portée de main. Quelqu'un décida à ces 2 reprises qu'il valait mieux ne pas reconnaître ces décès.
Mais la question de savoir qui prit cette décision en 1797, et si les décès furent véritablement des accidents ou quelque chose de pire, hanterait l'histoire ultérieure du projet. La maison du président ne fut achevée qu'en novembre 1800, lorsque John Adams en devint le premier occupant. Alors, la plupart des travailleurs asservis qui l'avaient édifiée avaient été renvoyés à leurs plantations, disséminées à travers le Maryland et la Virginie. Leur rôle dans la création du bâtiment était déjà en train d'être effacé du récit officiel. Le rapport final des commissaires sur le projet, soumis en décembre 1800, est un chef-d'œuvre d'omission. Il détaille chaque caractéristique architecturale, chaque coût, chaque défi surmonté. Il loue le dessin de James Hoban et la vision de George Washington. Il remercie les artisans qualifiés qui donnèrent vie au bâtiment. Il ne mentionne jamais que la majorité de ces artisans étaient des personnes asservies qui ne reçurent aucun paiement, aucune reconnaissance et, dans certains cas, aucune sépulture. Thomas Jefferson emménagea dans la maison en mars 1801, après son investiture. Jefferson amena ses propres travailleurs asservis de Monticello, cuisiniers, serviteurs, laboureurs, pour entretenir le domaine. Pour Jefferson, la présence de personnes asservies dans le bâtiment n'était ni ironique ni contradictoire. C'était simplement l'ordre des choses. Il écrivit avec éloquence sur la liberté, tout en étant entouré de gens qui n'en avaient aucune, et il ne sembla jamais saisir la profonde dissonance de cet arrangement. Au sein de la communauté asservie de Washington et des environs, l'histoire de la construction du bâtiment se transmit à travers des conversations chuchotées et des avertissements silencieux. Des personnes âgées, qui avaient travaillé sur le projet, racontèrent à leurs enfants ce qu'il en avait été réellement. Elles décrivirent la chaleur, la maladie, les amis qui disparurent et ne revinrent jamais. Elles parlèrent des ossements enfouis, quelque part sur le domaine, des pierres marquées cachées dans les murs, des noms que nul ne retiendrait. Une de ces histoires survécut d'une manière remarquable. En 1843, une femme nommée Celia Robertson, née esclave en 1819, commença à consigner les récits de son grand-père Thomas sur son travail à la maison du président dans les années 1790. Elle garda ses écrits cachés, sachant que les personnes asservies surprises avec des matériaux écrits pouvaient subir de sévères punitions. Son témoignage, préservé secrètement et transmis au sein de sa famille, demeurerait inconnu des historiens pendant des générations. Les histoires de Thomas, filtrées par la mémoire attentive et les écrits secrets de sa petite-fille, brossaient un tableau, bien plus sombre que toute histoire officielle. Grand-père Thomas disait qu'ils travaillaient jusqu'à ce que leurs mains saignent et que leur dos ne puisse plus se redresser. Il disait que les contremaîtres blancs ne les voyaient pas comme des hommes, mais comme des outils, pareils au marteau et aux scies. Quand un outil cassait, on en prenait un autre. Quand un homme tombait, on en prenait un autre. Ils disaient qu'ils enterraient leurs amis la nuit, quand personne ne regardait. Ils disaient des prières sur eux, que personne n'écrivait. Le récit se poursuivait avec des histoires qui correspondaient à des détails provenant d'autres sources. Il disait que son ami Peter avait gravé son nom dans une pierre et avait dit à Thomas : « Ils nous oublieront, mais la pierre se souviendra. Longtemps après notre départ, nos noms seront dans ces murs, même si personne ne peut les voir. » Grand-père a pleuré quand il m'a raconté cela. Il disait que Peter n'était jamais rentré du travail. Il disait qu'il était tombé malade un été
et qu'il l'avait emmené, et que ce fut la dernière fois qu'on le vit. Thomas décrivit également l'abri près du four, où les travailleurs malades étaient emmenés, durant ce terrible été de 1797. Grand-père disait qu'il avait essayé de les aider, d'essayer de leur apporter de l'eau. Mais les contremaîtres ne le laissaient pas approcher. Il disait qu'on pouvait les entendre appeler leurs mères, leurs épouses, de l'eau, de la pitié. Il disait que le son s'était arrêté après quelques jours. Et puis l'abri était vide, et personne ne voulait dire ce qui était arrivé à ces hommes. Il en fit des cauchemars, jusqu'au jour de sa mort. Si vous trouvez cette histoire aussi troublante qu'elle l'est réellement, prenez un moment pour aimer cette vidéo et laissez un commentaire avec vos réflexions. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces hommes dans cet abri? Les théories et les discussions dans les commentaires nous aident tous à comprendre ensemble ces sombres chapitres de l'histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car des histoires comme celle-ci doivent être racontées et gardées en mémoire. Le récit de Celia Robertson demeura caché au sein de sa famille pendant des décennies après sa mort en 1889. Alors, les histoires officielles de la maison du président s'étaient déjà solidifiées en une mythologie confortable qui ne reconnaissait pratiquement pas le labeur asservi. Un guide de 1831 décrivait le bâtiment comme érigé par des artisans qualifiés et des ouvriers rassemblés grâce aux efforts diligents des commissaires fédéraux. L'expression « rassembler » donnait au labeur contraint l'apparence d'une collaboration volontaire. Pendant ce temps, des preuves occasionnelles refaisaient surface, contredisant le récit aseptisé, pour être aussitôt de nouveau enfoui. En 1867, sous la présidence d'Andrew Johnson, des ouvriers réparant des dommages aux fondations causés par des décennies de tassement découvrirent plusieurs artefacts clairement laissés par des travailleurs du XVIIIe siècle. Parmi eux, se trouvait un petit disque de bois d'environ 2 pouces de diamètre, finement sculpté des deux côtés. Une face portait les initiales PL. L'autre face portait ce qui semblait être une date, 1796. Le superviseur de la maintenance reconnut la possible importance de cet objet et le signala au majordome de la Maison Blanche. Le majordome examina le disque, le consigna dans son journal quotidien, comme article curieux trouvé lors des travaux de réparation semble ancien, et le plaça dans une armoire de rangement. Aucune enquête supplémentaire ne fut menée. Le disque resta oublié dans cette armoire, tandis que l'homme, dont les initiales y étaient gravées, probablement Peter Lennox, demeura aussi oublié qu'il l'avait été pendant 70 ans. Cette même année, autre chose fut découvert, que le majordome de la Maison Blanche ne consigna pas dans son registre officiel, bien qu'il l'ait mentionné dans une lettre privée à son frère, datée du 14 septembre 1867. Durant les réparations des fondations ce mois-ci, les ouvriers ont mis au jour ce qui semblait être des restes humains dans le sol près du mur est. De vieux ossements, plusieurs crânes. Les ouvriers sont devenus assez agités, en particulier les hommes de couleur de l'équipe. J'ai consulté le secrétaire du président sur ce qui devait être fait. Nous avons convenu qu'il était préférable de gérer l'affaire discrètement. Les ossements ont été réenfouis au même endroit, et les travaux de réparation ont continué dans une autre zone. Je soupçonne qu'il s'agissait d'ouvriers morts pendant la construction originale et enterrés à la hâte sur le domaine. Mais soulever des questions à ce sujet maintenant ne servirait à rien de bon et pourrait causer un scandale inutile. La décision du majordome de réenfouir les ossements et de garder le silence établit un précédent qui serait suivi à nouveau des décennies plus tard. Les morts
resterait enfoui. Les questions resteraient non posées. En 1891, le ministère de l'Intérieur chargea un historien nommé Herbert Bancroft d'écrire une histoire complète des bâtiments fédéraux. Bancroft eut accès à des archives que les historiens précédents n'avaient jamais vues, y compris la correspondance entre les commissaires et les propriétaires de plantations qui avaient été stockés dans un entrepôt du département de la guerre et largement oubliés. Ce que Bancroft découvrit dans ses lettres jaunies le troubla profondément. Il trouva l'échange entre William Brent et les commissaires, dans lequel ils admirent que 5 des travailleurs de Brent étaient morts. Il trouva au moins une douzaine d'échanges similaires avec d'autres propriétaires de plantations. Il trouva des registres de litiges de paiement, où les propriétaires exigeaient une compensation pour les travailleurs qui n'avaient pas été rendus. Il trouva des factures médicales qui suggéraient que bien plus de travailleurs avaient de nécessiter un traitement que ce que les commissaires avaient publiquement reconnu. La plus troublante fut une lettre qu'il découvrit de Samuel Davidson à son frère, datée de décembre 1797, et qui n'avait apparemment jamais été envoyée. Davidson l'avait écrite dans une colère manifeste. « J'ai reçu notification des commissaires fédéraux que 3 de mes travailleurs sont morts à leur service cet été dernier. Ils sont morts en juillet, soi-disant de fièvre, bien qu'aucun médecin ne les ait examinés, d'après ce que je peux déterminer. Mon frère, c'étaient des hommes sains et forts que j'ai envoyés à Washington en juin. 3 mois plus tard, les 3 sont morts. Et on me dit que ce n'est qu'une malchance. Je ne crois pas du tout à la malchance. Je crois que les conditions sur ce chantier sont barbares. Les contremaîtres sont cruels et négligents, et les hommes meurent autant d'abus que de fièvre. » La lettre se poursuivait avec une accusation qui fit s'arrêter Bancroft et la relire 2 fois. J'ai parlé avec d'autres propriétaires qui ont envoyé des travailleurs à ce projet maudit. William Brent a perdu 5 hommes, 5, et n'a rien su avant d'exiger des réponses. J'ai parlé avec Notley Young, qui a dit qu'au moins une douzaine de ses travailleurs étaient revenus malades et affaiblis, et 3 sont morts quelques semaines après leur retour chez eux. Le véritable tribut de cette construction est bien plus élevé que quiconque ne l'admettra. Je n'enverrai plus une seule âme vivante travailler sur des projets fédéraux. Bancroft resta longtemps assis dans cette salle d'archives, après avoir lu la lettre de Davidson. Si les informations du propriétaire de plantation étaient exactes, et Bancroft avait trouvé des documents confirmant les 5 décès de Brent, alors au moins 24 travailleurs asservis étaient tués morts, ce que Davidson savait, et Davidson déclara explicitement « Le véritable tribut est bien plus élevé que quiconque ne l'admettra. » Bancroft compila ces découvertes dans une section de son manuscrit, intitulée « Le coût humain de la construction ». Il écrivit avec prudence, mais honnêteté, sur ce que les registres révélaient. La construction de la maison du président, ce grand symbole de la démocratie américaine, fut accomplie en grande partie par le labeur forcé de personnes asservies. Les conditions dans lesquelles elles travaillaient étaient brutales. La compensation qu'elles recevaient était nulle, et les décès qui survinrent, décès que les preuves disponibles suggèrent s'être chiffrés à 40 individus au minimum, et fort probablement plus, furent délibérément occultés dans les registres officiels et ont été omis de toutes les histoires ultérieures du bâtiment. Lorsque Bancroft soumit son projet de manuscrit au ministère de l'Intérieur, début 1892, la réponse ne se fit pas attendre. Une lettre datée du 3 mars 1892 lui intima, en termes non équivoques, « Bien que nous apprécions vos recherches approfondies, nous estimons que la section concernant les incidents malheureux
durant la construction, ne sert pas le but de cette histoire commandée, qui est de célébrer les réalisations architecturales et d'ingénierie de nos bâtiments fédéraux. Veuillez supprimer entièrement cette section et vous concentrer sur les aspects positifs de ces grands monuments américains. Bancroft protesta. Il rétorqua, arguant qu'une histoire complète devait inclure des vérités inconfortables et que l'omission des décès et des souffrances des travailleurs asservis constituait un manquement à l'exactitude historique et à la mémoire de ceux qui étaient morts. La réponse du ministère de l'Intérieur fut encore plus directe. Supprimer la section où le livre ne serait pas publié et il ne serait pas payé. Bancroft avait passé 2 ans sur le projet. Il avait une famille à charge. Il supprima la section, mais ne put se résoudre à la détruire. Il conserva les pages supprimées parmi ses papiers personnels, ainsi que des copies des lettres les plus accablantes qu'il avait trouvées. Il écrivit une note sur le dossier qui les contenait. La vérité sur la construction de la maison du président. Retiré de mon histoire sur insistance du gouvernement. Puisse quelqu'un de plus courageux que moi raconter un jour cette histoire. H.B. Avril 1892. La version publiée de l'histoire de Bancroft parut en 1893. Elle contenait exactement un paragraphe sur le travail asservi. Le projet employa des travailleurs provenant de plantations locales, sous contrat avec leur maître, une pratique courante de l'époque. Ces travailleurs apportèrent leurs compétences à la construction de ce magnifique bâtiment. La section supprimée de Bancroft, avec sa documentation minutieuse des décès, ses citations de la lettre accablante de Davidson, son estimation de 40 victimes, ou plus, demeura dans ses dossiers personnels. Lorsque Bancroft mourut en 1918, ses papiers furent rangés dans des boîtes par sa famille, qui ignorait leur portée historique. L'historien de l'architecture Benjamin Latrobe Jr., fils du célèbre architecte, avait passé des années dans les années 1880 à essayer de reconstituer la vérité sur la construction de la maison du président. Il avait examiné les registres auxquels il pouvait avoir accès. Il avait interrogé des Afro-Américains âgés, dont les grands-parents ou arrière-grands-parents avaient eux travaillé sur le projet. Il avait recueilli 17 histoires orales, toutes cohérentes pour décrire des conditions brutales, des maladies endémiques et des personnes qui disparaissaient sans jamais revenir. Latrobe compila tout cela dans un manuscrit qu'il intitula « Le coup de cachet », le travail asservi dans la construction des bâtiments fédéraux. Il estima, sur la base des lacunes dans les registres de paiement et des histoires orales qu'il avait recueillies, qu'entre 30 et 50 personnes asservies avaient probablement péri durant la construction de la maison du président. Pendant 5 ans, Latrobe tenta de trouver un éditeur. Chaque réponse fut la même. Trop controversée. Non appropriée pour le lectorat actuel. Manque de documentation suffisante. Et plus révélateur encore, nuirait à la réputation d'institution vénérable. Latrobe mourut en 1887, son manuscrit inédit. Ces papiers furent donnés à une bibliothèque universitaire, où ils restèrent non catalogués et non lus, dans des boîtes simplement étiquetées « Latrobe », note architecturale. La vérité était disponible. Elle était documentée. Elle se trouvait dans les archives, les papiers de famille et les collections universitaires. Mais elle ne put prendre racine face aux récits établis. La mythologie de la Maison Blanche, pur symbole des idéaux américains, était trop importante, trop centrale pour l'identité nationale. Reconnaître qu'elle avait été bâtie sur le dos de personnes asservies, mortes et oubliées.
Cette reconnaissance exigerait de confronter des vérités que la plupart des Américains de la fin du XIXe siècle n'étaient pas prêts à affronter. En octobre 1901, la découverte faite par l'équipe d'Henry Reid, sous les fondations de l'aile Est, ramena toutes ces vérités enfouies à la surface, du moins pour les rares personnes qui en eurent connaissance. Le projet de restauration de cet automne impliquait le renforcement de fondations qui s'étaient tassées au fil d'un siècle. Les ouvriers creusèrent pour mettre au jour les pierres originales posées en 1792, à environ 6 pieds sous le niveau actuel du sol. La pelle d'un ouvrier heurta quelque chose qui n'était ni pierre ni terre. Il appela son contremaître. Ils creusèrent plus prudemment. Des ossements humains, un crâne, puis un autre, puis d'autres encore. Le contremaître arrêta immédiatement l'équipe et envoya chercher le surintendant Henry Reid. Reid arriva dans l'heure et examina ce qu'ils avaient mis au jour. Au moins une douzaine de crânes étaient visibles, ainsi que de nombreux autres ossements, qui semblaient avoir été enterrés à la hâte, sans cérémonie. Pas de cercueil, pas de stèle, pas d'artefacts. Juste des restes humains, jetés dans la terre, sous les fondations du bâtiment. Reid avait 53 ans et avait travaillé sur des bâtiments importants dans tout Washington pendant 30 ans. Il comprit immédiatement ce qu'il voyait et ce que cela signifiait. Il comprit également que si cette découverte devenait de notoriété publique, elle déclencherait des questions qui mèneraient à des enquêtes, lesquelles révéleraient l'histoire si soigneusement enfouie pendant un siècle. Il prit sa décision en moins d'1 heure. L'équipe réenfouirait tout exactement là où cela avait été trouvé. Il ne dirait rien à personne. Il déplacerait les travaux de fondation vers le côté ouest du bâtiment. Et il serait dit à chaque ouvrier de l'équipe que discuter de cette découverte avec quiconque entraînerait un renvoi immédiat. Les ouvriers noirs de l'équipe étaient devenus très silencieux lorsque les ossements furent mis au jour. Un homme plus âgé, un ouvrier nommé Joseph, qui travaillait sur le domaine de la Maison Blanche depuis 40 ans, s'approcha de Reid, tandis que le réenfouissement avait lieu. « Monsieur, » dit Joseph doucement, « mon père a travaillé à la construction de cette maison autrefois. Il racontait des histoires avant de mourir. » Il dit, « Il y avait des hommes enterrés près de la maison, des ouvriers qui moururent, et personne ne voulait faire de remue-ménage à ce sujet. Il les appelait les oubliés. » Reid regarda le vieil homme. « Votre grand-père a-t-il dit combien ?» Il ne savait pas avec certitude, monsieur, mais il a dit que c'était plus qu'une poignée. Il a dit qu'il y a eu un mauvais été, terriblement chaud, et beaucoup d'hommes sont tombés malades. Il a dit qu'ils emmenaient les malades dans un abri quelque part. Et après un certain temps, on ne les entendait plus. Il a dit que les gens savaient qu'ils étaient morts, mais personne ne le disait clairement. On les enterrait simplement en silence, et on continuait à travailler. Reid hocha lentement la tête. « Merci de me l'avoir dit, Joseph, mais cette découverte, ce que nous avons trouvé aujourd'hui, ne doit pas quitter ce chantier. Vous comprenez ? » « Oui, monsieur. Je comprends. » Joseph marqua une pause. « Mais ces hommes méritent mieux que d'être enterrés 2 fois sans que personne ne le sache. »« Je sais qu'ils le méritent, » dit Reid. « Mais ce n'est pas une décision que je peux prendre. » Ce soir-là, Reid s'assit dans sa chambre d'une pension près de la Maison Blanche et écrivit dans son journal personnel. « Nous les avons trouvés aujourd'hui. Au moins 12 crânes, peut-être plus, enterrés grossièrement en dehors de la fondation Est originale. Pas de cercueil, pas de stèle, aucune dignité. Certains crânes montraient des dommages qui pourraient être dus à un traumatisme, bien que je ne sois pas expert.
Joseph, l'un de nos ouvriers noirs, a dit que son grand-père racontait des histoires sur des travailleurs enterrés près de la maison pendant la construction. Il les appelait les oubliés, un nom approprié. Nous avons tout réenfoui cet après-midi. J'ai dit à l'équipe que quiconque en parlerait serait immédiatement renvoyé. J'ai déplacé les travaux de fondation vers le côté ouest. Cette découverte ne peut pas devenir de notoriété publique, mais j'avoue m'être senti malade toute la soirée, en pensant à ces âmes enterrées, comme des rebuts, sous ce grand symbole de notre République. Reed ne déposa jamais de rapport officiel. Il n'en informa jamais le personnel du président, ni le ministère de l'Intérieur. Il garda le secret jusqu'à sa mort, 23 ans plus tard, et seul son journal intime personnel, que sa famille conserva mais ne lut jamais attentivement, préserva une trace de ce qui avait été trouvé. Les ossements que Reed et son équipe réenfouirent cet après-midi d'octobre 1901 demeurèrent en terre, aussi oubliés au XXe siècle qu'ils l'avaient été au XVIIIe. Les hommes auxquels ils appartenaient, dont certains figuraient probablement sur les papiers cachés dans les fondations, dont certains avaient gravé leur nom dans des pierres maintenant dissimulées derrière le plâtre, restèrent sans nom et sans deuil. Mais la découverte souleva des questions auxquelles Reed ne put s'empêcher de songer, même s'il ne les formula jamais à voix haute. Si au moins 12 personnes étaient enterrées, juste à l'extérieur des fondations Est, combien d'autres l'étaient ailleurs sur le domaine? La propriété s'étendait sur 18 acres. Y avait-il d'autres lieux de sépulture qui n'avaient jamais été perturbés? Combien de personnes étaient réellement mortes en construisant cette maison? Reed repensa à l'histoire du grand-père de Joseph, sur l'abri où les travailleurs malades avaient été emmenés ce terrible été. Il pensa au crâne portant des traces de traumatisme. Il pensa au fait qu'aucun registre officiel n'en faisait état. Quelqu'un, en 1797, avait décidé que ces décès ne valaient pas la peine d'être documentés. Quelqu'un, en 1867, avait décidé que les ossements trouvés lors des réparations devaient être discrètement réenfouis. Et maintenant, Reed lui-même avait pris la même décision en 1901. Le schéma était clair. Les morts resteraient enfouis. La vérité resterait cachée. Et la confortable mythologie autour du bâtiment demeurerait inaltérée. Au printemps suivant, en mars 1902, des ouvriers retiraient de l'ancien plâtre des murs intérieurs lors de travaux de rénovation, lorsqu'ils découvrirent quelque chose que James Oben avait documenté dès 1796. Derrière le plâtre, sur des pierres qui avaient été tournées vers l'intérieur pour que leurs faces gravées ne fussent pas visibles, se trouvaient des éraflures superficielles qui n'étaient pas du tout aléatoires. C'étaient des noms, des initiales, de petites marques délibérées, gravées par les personnes qui avaient façonné les pierres. Un ouvrier remarqua une pierre avec des lettres claires, T. Une autre portait PL. Une troisième montrait ce qui ressemblait à Isaac, gravé soigneusement dans le grès de couleur crème. L'ouvrier appela son superviseur, qui examina les marques, puis ordonna aux travailleurs de remettre le plâtre immédiatement et de ne pas discuter de ce qu'ils avaient trouvé. Mais un ouvrier, un jeune homme nommé Timothy O'Brien, fit un croquis de 3 des pierres gravées avant que le plâtre ne soit reposé. Il écrivit dans son propre journal ce soir-là: « J'ai trouvé des noms gravés dans les pierres aujourd'hui. Le vieux James, l'homme de couleur qui travaille au sous-sol, dit que c'était probablement des hommes asservis qui ont construit cet endroit. Il dit qu'ils ont gravé leurs noms pour ne pas être oubliés. Le superviseur nous a dit de les recouvrir et de ne pas en parler. Cela semble mal, de laisser ces noms cachés, mais je suppose que c'est comme ça que ça a toujours été. » Le croquis d'O'Brien
montrait 3 ensembles de marques. Un T sur une pierre, un PL sur une autre, Isaac sur une troisième. Peter Lennox, Thomas, Isaac. Des noms qui apparaissaient dans les registres de paiement des commissaires, un siècle plus tôt, maintenant redécouverts, gravés dans la pierre et immédiatement cachés à nouveau. Le plâtre fut reposé cet après-midi-là. Les noms furent recouverts une fois de plus. Les ouvriers passèrent à d'autres murs, d'autres rénovations. En moins d'une semaine, tout le monde avait cessé de penser aux pierres gravées, si tant est qu'ils y eussent songé. Theodore Roosevelt, qui occupait la Maison-Blanche durant ces rénovations, ne fut jamais informé des ossements trouvés l'année précédente, ni des noms gravés découverts ce printemps-là. L'information fut jugée sans pertinence pour les préoccupations du président. Le surintendant Reed avait gardé son silence, et les superviseurs des rénovations ne virent aucune raison de le rompre. À l'été 1902, tous les travaux de rénovation étaient terminés. La Maison-Blanche était magnifique, sa structure renforcée, ses intérieurs rafraîchis. Les visiteurs admiraient la beauté et la signification historique du bâtiment. Les guides touristiques racontaient des histoires sur l'architecture, les présidents qui y avaient vécu, les décisions importantes prises entre ces murs. Personne ne mentionnait les ossements enfouis sur le domaine. Personne ne parlait des noms cachés dans les murs. Personne ne reconnaissait le prix qui avait été payé pour édifier ce symbole de la démocratie américaine. Dans les communautés de plantation, à travers le Maryland et la Virginie, des personnes âgées continuaient de raconter des histoires sur leurs grands-parents ou arrière-grands-parents qui avaient travaillé à la construction de la maison du président et n'étaient jamais rentrés chez eux. Ces histoires se transmettaient de génération en génération, préservées au sein des familles afro-américaines, alors même qu'elles disparaissaient de l'histoire officielle. Mais en 1902, la plupart de ces conteurs âgés étaient morts. Leurs enfants se souvenaient de certaines histoires, mais les détails devenaient plus vagues à chaque génération. Les noms étaient oubliés. Des incidents spécifiques se confondaient. La vérité devenait plus difficile à distinguer de l'embellissement ou de la confusion. Celia Robertson était morte en 1889, et ses écrits soigneusement cachés sur les expériences de son grand-père Thomas demeuraient secrètement conservés, inconnus de quiconque en dehors de sa famille immédiate. La section supprimée du manuscrit d'Herbert Bancroft gisait dans une boîte dans son bureau. Le livre inédit de Benjamin Latrobe Jr. prenait la poussière dans un débarras universitaire. La lettre de 1867 du majordome de la Maison-Blanche à son frère concernant la découverte d'ossements avait été jetée après la mort de son frère. Le journal d'Henry Reed reposait sur une étagère dans sa chambre, non lu par personne. La vérité existait, dispersée à travers des dizaines de documents, de souvenirs et d'artefacts cachés. Mais une vérité dispersée est une vérité invisible. Sans quelqu'un pour rassembler les morceaux, pour insister sur leur importance, pour poser les questions inconfortables, la vérité pourrait tout aussi bien ne pas exister du tout. La maison du président se dressait, resplendissante sous le soleil de Washington, sans doute le bâtiment le plus reconnaissable d'Amérique. Des visiteurs de tout le pays venaient en l'admirer. Les écoliers apprenaient de son histoire. Des artistes la peignaient. Des photographes la capturaient. Des politiciens y travaillaient. Et sous leurs pieds, dans des tombes anonymes disséminées sur le domaine, gisaient au moins une douzaine de personnes qui avaient construit les fondations sur lesquelles ces visiteurs marchaient. Personne ne connaissait leur nom. Personne ne savait exactement où ils étaient enterrés. Personne ne savait précisément comment ils étaient morts, ni combien d'autres étaient morts avec eux.
Les questions qui auraient dû être posées en 1797 ne le furent jamais. Les enquêtes qui auraient dû avoir lieu en 1867, 1891 ou 1901 ne se produisirent jamais. La reconnaissance qui aurait dû être accordée ne fut jamais offerte. Les noms gravés restèrent cachés derrière le plâtre. Les ossements restèrent enfouis dans la terre. Les documents restèrent dispersés et non lus dans diverses archives et collections privées. Et la confortable mythologie, selon laquelle la maison du président avait été construite par des artisans qualifiés, travaillant dans des circonstances normales, demeura inébranlée. Dans les quartiers noirs de Washington, certaines personnes savaient pourtant autre chose. Les anciens montraient du doigt la Maison Blanche et disaient « Mes gens ont bâti cela, l'ont bâti de leurs propres mains, et n'ont rien eu en retour. Certains d'entre eux sont morts en la construisant, et ont été enterrés là, sur le domaine. Mais vous ne lirez pas cela dans un livre. » Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants entendirent ces affirmations, mais n'y crurent pas toujours. Les histoires semblaient trop douloureuses, trop accusatrices contre le plus grand symbole de la nation. Sûrement, si des personnes asservies avaient reconstruit la Maison Blanche et étaient mortes dans le processus, cela figurerait dans les livres d'histoire. Sûrement, le gouvernement reconnaîtrait quelque chose d'aussi important. Mais ce n'était pas dans les livres d'histoire. Le gouvernement ne le reconnut pas. Les histoires étaient vraies, mais elles n'existaient que dans la tradition orale parmi les descendants des asservis, tandis que l'histoire écrite racontait un conte différent, plus épuré. C'est ainsi que la vérité meurt, non par une suppression dramatique unique, mais par 1000 petites décisions de détourner le regard, de garder le silence, de privilégier le confort à l'honnêteté. Herbert Bancroft, retirant sa section plutôt que de perdre son salaire. Henry Reed, réenfouissant les ossements plutôt que de créer un scandale. Les superviseurs des rénovations ordonnant de remplacer le plâtre sur les noms gravés plutôt que d'en reconnaître la signification. Chaque décision semblait raisonnable isolément. Chaque personne qui choisit le silence avait des raisons compréhensibles. Mais l'accumulation de toutes ces décisions raisonnables signifia que des personnes qui avaient bâti la Maison Blanche de leurs propres mains, qui étaient mortes dans le processus, qui avaient gravé leur nom dans la pierre, espérant être rappelées à la mémoire. Ces personnes furent oubliées, malgré tout. La Maison Blanche se dresse encore, plus d'un siècle après que ces ossements furent trouvés et réenfouis. Elle repose sur des fondations posées par des personnes dont les noms furent effacés de l'histoire. Elle fut bâtie par un labeur qui ne fut jamais rémunéré, jamais reconnu, jamais honoré. Et pendant des générations après 1902, la mythologie confortable persista, parce que la vérité avait été enterrée trop souvent, trop profondément, par trop de personnes qui choisirent de ne pas la voir. Ce mystère nous montre comment la vérité historique peut être méthodiquement effacée par des décisions apparemment raisonnables. Comment le silence institutionnel peut être plus puissant qu'une censure active, et comment des gens peuvent bâtir les symboles les plus célèbres, tout en demeurant eux-mêmes absolument invisibles. Cela nous montre que le coût du maintien de mythes confortables est souvent payé par ceux qui n'ont ni voix pour protester, ni pouvoir pour exiger le souvenir, ni moyen de faire en sorte que l'histoire reconnaisse leur existence. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à tous ces travailleurs dont les noms disparurent des registres? Combien, selon vous, sont réellement morts? Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos théories. Si vous avez trouvé cette histoire aussi obsédante qu'elle l'est réellement, abonnez-vous à Liturgie Maudite, activez la cloche de notification
et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces histoires oubliées. À bientôt dans la prochaine vidéo.